Monsieur Allègre, peut-on vous poser une question? Peut-on vous poser une question? Oui, toujours. Très bien. Vous allez à la plénière? Non. Non, vous repartez? Vous êtes arrivé, vous êtes déjà reparti? Ah non, mais j'ai fait mon travail. Ah bon, d'accord. J'ai fait mon travail. Ah oui. J'ai animé un débat sur le risque zéro. Risque zéro, d'accord. Alors, la séance plénière porte sur les grandes peurs de l'an 2000. Oui. Et on a trouvé une cassette qui circule actuellement en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Danger Travail. Oui. En fait, c'est un film qui va sortir en salle autour de la question du refus du travail. C'est-à-dire des gens qui veulent ne plus aller travailler dans cette société parce que notamment ils invoquent le fait qu'ils ne veulent pas aller occuper les emplois précaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? C'est idiot. Ah bon? Totalement. Soit lundi après-midi, soit mardi, on attaque l'instruction de Domino's Pizza. Alors, l'orientation, orientation des employés regroupe l'introduction, la bienvenue, la philosophie, le but, l'organisation, le produit, l'équipe, nos garanties, l'image, le règlement du personnel, la sûreté et la sécurité, l'agrément. On recherche une équipe sympa. On veut une équipe sympa. On veut qu'il y ait une bonne ambiance chez Domino's Pizza. On ne veut pas qu'il y ait des conflits de personnalité. On n'a pas de temps à perdre avec ça. On n'est pas là pour s'embêter, on est là pour bosser. D'accord? On y va? Le mot, c'est prudence. Je veux dire par là que je ne veux pas de coursier, quand on emploie ce terme, je veux un livreur. D'accord? On fait tout mieux que ce qui nous est demandé. On veut faire les meilleures pizzas, on va avoir le meilleur accueil, on va avoir le meilleur service de livraison, on va avoir les meilleures mobylettes. On est numéro 1 mondial, en clair. Et on veut le rester, parce qu'on s'y sent bien en tant que numéro 1. D'autres questions? C'est bon. D'autres questions? Appelez. Est-ce qu'on s'installe à Strasbourg? La réponse est oui. Est-ce que le magasin va tourner? La réponse est il y a intérêt. Maintenant, on a dépensé de l'argent, ce sera à vous de le gagner maintenant, parce que ça, on en a besoin. On a mis beaucoup d'argent sur la table. Plus de questions? Je pense qu'il y a un complément qu'il faut que vous vous programmiez génétiquement. C'est l'ambition de l'entreprise, c'est de se faire un client pour la vie. Ah oui, donc notez-vous-le. C'est ce que vous aurez comme phare, un client pour la vie. Ouais. Ne le quittez pas. Ça, c'est vraiment le slogan. Merci Jean-Pierre de m'y faire penser. On a un slogan lorsqu'on a monté la société avec Houston, c'est « A Customer for Life ». L'objectif, c'est pas d'aller conquérir sans arrêt des nouveaux clients, ça coûte très cher. Ce qu'on veut, c'est s'occuper de nos clients et faire qu'ils sont tellement satisfaits qu'ils vont être en réalité personnes qui vont en ramener d'autres. Donc il faut vraiment se défoncer comme des dingues, et vous verrez, toute l'organisation est faite pour ça, pour « keep the customer satisfied ». C'est-à-dire tout le temps faire qu'ils soient contents, ravis de travailler avec nous. Il y a un problème, tout de suite on fait ce qu'il faut pour qu'il soit arrangé. Ça c'est extrêmement important. Et faire du service, c'est ça. Allez Rachid, tu as eu à combien d'entretiens as-tu eu droit toi déjà? Non, lui il en a pas eu beaucoup. Pas eu beaucoup? Avec monsieur, déjà, 3. Avec monsieur ici encore. aujourd'hui. C'est que le troisième. Oh, c'est bon, t'es qu'au J'avais début. 203. Ah bon? Non, ça s'arrête aujourd'hui. C'est le dernier. Ok, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Je suis en licence de démographie. Je fais l'étude, l'impact économique du tourisme en Alsace. Je reste bouche bée. Ah, t'es médecin, toi? Qu'est-ce que tu fais médecine? Ouais. Ah bon? Tu es en quelle année? Bah, je suis déjà généraliste dans mon pays. Je viens ici pour une spécialisation. Ah la vache! T'es déjà généraliste? Ouais. Ah mais écoute, là vraiment tu m'épates, tu vois. Tu vois, on a déjà eu beaucoup de candidats, mais c'est la première fois que j'ai un médecin. La transformation la plus rapide que vous ayez jamais vue. Alors, tu m'as mis les casquettes, Carole? Ouais, super. C'est comment ton prénom? Hervé. Hervé, une casquette, un t-shirt, un badge. Les vestiaires, c'est deuxième à droite.
Et c'est la porte qui est près de la cour. Ça va, messieurs? Bon, allez, vous venez avec moi, là? Ça va? Ils veulent tous rester? Bon, bah, c'est bon, alors. Parce qu'en général, au moment de la tenue, il y en a deux qui sont en courant. Les cheveux ne doivent pas descendre en dessous du haut du col de la chemise d'uniforme. Vous voyez mon col, là? Vous voyez mes cheveux? Voilà, ça descend pas en dessous. Les cheveux doivent être bien peignés, soigneusement coupés, le cou dégagé. Il n'est pas permis de relever les cheveux sous la casquette, pour les hommes. Enfin, je parle des cheveux qui pourraient descendre sur le bas. Les cheveux visibles devant la casquette doivent être au moins 1,5 cm au-dessus du sourcil de l'œil. Vous voyez un peu, je peux les avoir comme ça, mais il faut que j'ai au moins 1,5 cm. Sur le devant, ça irait, toi. Voilà, comme ça. Mais sur le derrière, ça va moins. Il faudra récupérer. Les coiffures qui sortent de l'ordinaire ne seront pas tolérées. Comprenez? Toi, c'est clair, il va falloir que ça dégage. Sinon, tu ne pourras pas te présenter à un client avec les cheveux comme ça. C'est un pantalon? Oui. Il est bleu marine. Toi? C'est un pantalon. Il est bleu marine? Ouais, bleu marine. Oh. Si. Donc, important, bon, c'est les petits détails, les pantalons. Vous allez voir, il y en a d'autres après, pour les bijoux, tout ça, vous allez vous affoler. On vous donnera quelques jours pour vous adapter. D'accord? Si on veut, Hein? si on veut pas. On est inflexible. Je veux dire, si tu veux pas suivre la norme, vaut mieux qu'on arrête, parce que c'est pas les employés qui vont changer les normes. Hein. On a 50 000 personnes tous les vendredis qui travaillent pour Domino's. C'est clair que la norme, on peut pas la changer. C'est à toi de changer à la norme. Sinon, tu pourras pas travailler avec nous. Tu vois? C'est malheureusement comme ça. C'est pas moi qui fais la norme, elle est là, tout le monde la respecte. De toute façon, c'est pour le bien-être de tout le monde. Hein. C'est pour justement qu'on ait une certaine... c'est pour qu'un livreur à Strasbourg soit le même qu'un livreur à Paris, soit le même qu'un livreur à Waterloo en Belgique, qu'un livreur à Wimbledon en Angleterre ou dans le Michigan, tu vois. Tout le monde est pareil, on est tous égaux. Moi, je respecte la norme, tu respectes la norme, tout le monde la respecte et tout le monde est bien. Hein? Il y a un problème avec la norme pour le moment? Non, non, non. non. C'est quoi? C'est les boucles d'oreilles qui te dérangent? Non, enfin... Pas trop? Est-ce que tu as vu quelqu'un porter des boucles d'oreilles à McDonald's? J'ai jamais regardé. D'accord, mais je te dis, il n'y en a pas. Parce qu'ils ont les mêmes normes que nous. Par où faut-il commencer pour être numéro 1? Chez Domino's Pizza, cela commence au sein de l'organisation. Chez nous, la satisfaction de la clientèle ne suffit pas. Domino's Pizza ne satisfait pas. Domino's Pizza enchante. Chez Domino's Pizza, le client doit être enchanté. La satisfaction, c'est du passé. Il y a des milliers de sociétés dont le but est de satisfaire. Nous voulons que le client soit enchanté. Nous voulons qu'il s'exclame « Ah !» Il faut que ses rapports avec nous au téléphone ou à sa porte soient pour lui un véritable enchantement. Enchanter le client, tel est le souci constant de Domino's Pizza. En arrivant à la porte, dis bonjour avec le sourire, annonce pour qui est la pizza et donne le temps écoulé depuis la commande. Et bien sûr, n'oublie pas de remercier. Allez, vas-y, essaye. J'y vais, d'accord. Arrête, tu as manqué l'occasion de faire bonne impression. Regarde, tu vois le journal par terre? Ah, très bien. Votre journal, monsieur. Merci. Ce n'est rien. Voici votre pizza, bien chaude et 19 minutes depuis la commande. Ça fait 42 francs. Aux États-Unis, Domino's Pizza est devenue l'une des 100 premières sociétés de service parce qu'elle a le culte de l'excellence. Alors? Des commentaires? Ça fait du bien de se retrouver normal. Qu'est-ce que je veux dire Ce qu'il faut, c'est que ça soit surtout sur les côtés et derrière. Trouve un système, quoi. Mais que le derrière et sur les côtés, ça soit propre. C'est tout. Ouais, propre, quoi. Ouais, non, propre, je veux dire propre dans l'esprit, c'est, tu vois, comme lui, court. Mais bon, comme lui, là, voilà. Lui, c'est bien. Au revoir. Bon, à demain, à mercredi et à jeudi.
Mais en plus, vous savez quoi? C'est un travail où vous êtes payé, vous vous rendez pas compte hein. Allez, bon après-midi. Je sais qu'Hervé, là, tu vois, je sais qu'il va même pas revenir. Je sais pas, je le sens. Parce que c'est trop pour lui de couper les cheveux, tu vois. Un Rastaman, il peut pas se mettre aux normes comme ça, tu vois. Tu lui coupes sa force. C'est son pouvoir à lui, les cheveux. Tu as vu les bouclettes et tout, bon. Mais je le comprends, hein, je dis rien. Hein, mais, je sais bien que pour nous, je vois pas pourquoi il est arrivé chez nous. Au départ, il n'est pas bien, il n'est pas à sa place. Quoi. « 15 minutes. Voilà, sinon je m'arrête là. 2 pizzas, 2 coca, 15 minutes, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dit prudence. Prudence. Ok? Si personne vous dit prudence, ça veut dire qu'ils font pas attention à vous. S'ils font pas attention à vous, vous arrêtez et vous recommencez. Vous avez compris? Vous avez vu à quelle vitesse j'allais? C'est à cette vitesse qu'il faut aller. Ni moins vite, ni plus vite. Il faut s'empresser, toujours rapidement. D'accord? On traîne pas dans le magasin. Si vous traînez, c'est qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites plus vite et on vous paye trop. 15 minutes, sans boisson. Prudence. 15 minutes, sans coca. Prudence. Prudence. 4 coca. Comment il nous secoue les pizzas? Arrête-toi, Rachid, reviens. Viens voir une seconde, Rachid. Je te fais voir un truc, viens voir. Viens voir. Non, touche à rien. Touche à rien. Viens avec moi, viens à côté de moi. Regarde de quoi t'as l'air dans la glace. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Empressement, mais image. Hein. Parce que je vois un t-shirt et ou alors t'as pas entendu, ou alors je parlais en javanais. Soit c'est blanc, soit c'est bleu marine. D'accord? Quand c'est blanc, on peut le voir, mais quand c'est vert, alors je veux pas. T'as compris? Tu te souviendras? Super. T'en as des blancs? Tout le monde en a des blancs. Vous allez vous changer, vous me faites voir comment vous installez vos affaires sur le cintre avant de partir. Et si on n'a pas de cintre? Si on n'a pas de cintre, on pleure. T'as pas filmé ça? Au revoir. Je vous préfère en uniforme. Prudence. J'espère que c'est eux qui vont vous payer la coupe. Parce qu'une victime, ils en ont pas une tous les jours. Comment? Une victime comme ça, ils en ont pas une tous les jours. Ouais. Faut que c'est un peu sauvage. Sauvage? Pas trop. Bah, c'est-à-dire que là, maintenant, sauvage, je sais pas. Et voilà Hervé, chef livreur, oui, qui a été chez le coiffeur. Formidable. Bel effort. Ça va? Ça va pas? Si? C'est beau? Ça fait drôle. Hein. Ouais, non, mais ça fait du bien, tu verras. Tiens, mais si tu veux te changer, c'est bon. Vous pouvez chanter, hein, vous pouvez faire les boîtes en chantant, les mecs. Hein. Ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, en chantant. Et je faisais mes boîtes en chantant. Je me suis retrouvé licencié économique. Et donc, je suis resté dans cette logique de continuer à chercher du travail. Et là, ben, en fait, j'ai enchaîné petit boulot sur petit boulot. Certains mieux que d'autres, mais surtout de pire en pire. Avec l'apothéose en 98, où je réponds à une annonce d'une boîte de vente de meubles par porte-à-porte, donc pour devenir VRP. Où, bon, on nous faisait miroiter quand même beaucoup de chiffres d'affaires et des possibilités toujours croissantes de gains supplémentaires. Et donc, bon, j'ai enquillé là-dessus et en fait, donc, achat de la panoplie, le costard, la cravate. Et eux fournissaient la formation bourrage de crâne, la valise avec tout ce qui va bien dedans, les mini-échantillons de moquette ou de cuir pour faire croire au type que son méga canapé, il va être comme ça. Enfin bon, une horreur. Et bon, ça faisait un moment que j'avais du mal avec la logique de l'entreprise dans laquelle il faut se reconnaître absolument, comme si c'était sa famille, etc. Bon, mais j'avais toujours eu envie de travailler, j'étais prêt à prendre sur moi, etc. Bon, là, le problème, c'est que c'est un véritable lavage de cerveau. Et surtout, c'est que c'est carrément mon entourage qui m'a fait prendre conscience du changement que ce travail
suscité chez moi, quoi. C'est-à-dire que les gens ne me reconnaissaient plus. Bon, j'avais des horaires impossibles, la musique n'en parlons plus. J'essayais de vendre des meubles à mes amis, enfin bon, c'était n'importe quoi. Tu te rappelles de la dernière fois où tu as mis un costard-cravate et tu as pris ta valise, ta valise, pardon. Oui, bon, ben, ça a été c'était un cas d'école, puisque bon, on arrive dans une famille très modeste, bon, déjà adorable, hein, dans un village reculé des Pyrénées-Orientales. Et ben, en gros, on leur a collé un salon à 43 000 francs avec un crédit sur 10 ans, avec un taux d'intérêt qui leur reportait le prix du salon à 60 000 francs, pour un type qui a gagné 5 600 par mois, quoi. Donc moi, je suis parti avec le vendeur avec qui on avait fait la vente. J'ai dit, écoute, le chiffre, tu le gardes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a assez de salauds à la surface de la terre pour qu'en plus, j'aille mettre mon grain de sel et que j'aille voler, parce que c'est le cas de le dire, des gens qui ne demandent rien à personne et qui sont particulièrement crédules parce que, comme tout le monde, quand on n'a pas beaucoup de moyens, ben, on rêve effectivement d'un jour d'accéder à cette consommation qu'on nous balance toute la sainte journée à la télé, etc., au travers des publicités, et que, bon, et qui finalement crée une frustration à un moment. Parce que les gens, ils ont envie de ça. Ils ont quand même aussi envie d'avoir un beau salon, une belle voiture, un beau machin. Et quand leur situation ne leur permet pas et que vous avez un ou deux couillons qui se pointent chez eux, qui leur disent bah, « j'ai une merveilleuse affaire à vous proposer », avec une formation très très poussée dans la manière de les convaincre, parce que ça va loin, hein, le coût du téléphone, c'est-à-dire qu'on fait semblant de téléphoner à son patron pour demander une ristourne, en faisant bien mariner le client, enfin bon, c'est des trucs classiques quoi, mais ça fonctionne et bon, les gens se font avoir. Et moi vraiment c'était la goutte qui a fait déborder le vase, je me suis dit, de toute façon, enfin, je trouvais que cette entreprise de VRP, elle était quand même très représentative de la logique de l'entreprise en général, c'était ça en fait. Parce qu'on pourrait très bien me dire, mais tu n'étais pas obligé de faire VRP, tu pouvais faire 10 000 autres travails. Mais le problème, c'est que la logique est la même. Dans d'autres, elle est plus diffuse. Mais ça, le fonctionnement est le même. Le fonctionnement est le même. Donc, au revoir. Et c'est vrai que, bon, moi, j'avais besoin de grosses prises de décision, comme ça, de phrases fortes. Et je me suis vraiment dit, tu ne travailleras plus jamais. Et je n'ai plus jamais travaillé. Hein. Je n'ai plus eu aucun boulot salarié depuis juin 98. Nous sommes le jeudi 26 février 1998. Il est exactement 14h50 et vous m'avez donné votre accord pour recevoir 10 livrets Passion de l'Égypte pour 39,90 francs plus 16 francs de frais d'envoi ainsi que tous vos cadeaux. Je vous demande 2 petites secondes d'attention. Je vais vous marquer les résultats de la deuxième heure au tableau, d'accord? Donc vous avez fait une très très bonne heure. Hein. Je vous marque les résultats. Donc les personnes sur fiche, s'il vous plaît, regardez votre tableau. Vous avez fait à la première heure du 3,3 DEG. À la deuxième heure, vous avez fait du 4,53, c'est très 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 bien. Nous sommes le jeudi 26 février 1998. Il est exactement 15h30 et vous m'avez donné votre accord pour recevoir 12 fiches guides forêt vivante pour 39,90 francs plus 16 francs de frais d'envoi ainsi que tous vos cadeaux. Allez Baudero, ça va venir Baudero, hein, ça va tomber. Nathalie, s'il te plaît. Allez Nathalie, le sourire, il faut que ça tombe. Hein. J'ai une offre exceptionnelle à lui proposer et que je voulais simplement lui expliquer. C'est très bien Nathalie, c'est une super réponse. Allez, on continue, Ilham, s'il te plaît, le prochain, 16%, Ilham, 16%. Je t'ai jamais vu à 16%, c'est du 30 qu'il me faut, Ilham, c'est du 30. Jasmine, tu continues également, s'il te plaît, Jasmine. Mélanie, le prochain, Mélanie, le sourire à la pêche. On n'oublie pas de verrouiller. Oui, Florence, merci, c'est très bien, Florence. Allez, on continue. C'est bien, Florence. Florence, vous êtes dans vos objectifs, mais Fanny également, merci Fanny. Hop, la pêche, le sourire Nathalie. Hein. Bonjour, bah écoutez, je me présente, je m'appelle John, je suis superviseur donc, à Téléperformance. On a un écran de contrôle que chaque superviseur a, donc, qui nous donne donc, le nom des téléacteurs, des collaborateurs, leur état, donc savoir s'ils parlent, s'ils sont en attente ou pas, le temps de logage, ce qu'on appelle le logage, c'est le temps depuis lequel ils sont assis sur leur chaise, le temps parlé, donc ce qui nous permet de voir combien de temps ils parlent par rapport au temps où ils sont là,
et en termes de résultats, donc le nombre de contacts réalisés, le nombre d'accords, le nombre de refus. Et je fais ce qu'on appelle de l'écoute active, c'est-à-dire que j'écoute et que si je sens qu'il manque un petit peu de directivité, de sourire, je le reprends et tout de suite j'essaie de le remettre sur les rails pour conclure. Par exemple, lui, je dirais qu'il manque un petit peu de sourire. Tu mets un petit peu de sourire, Alexandre. C'est bien, Alexandre. Super, c'est très très bien. Hein. On continue. Sandra, s'il te plaît, Mélanie. Stéphane, c'en est un. Merci Stéphane, super. Donc un guide argumentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une base qui leur permet de pouvoir appeler le client et lui annoncer l'ensemble de ce qu'on va lui proposer. Ces guides argumentaires sont calqués sur une technique de vente qui s'appelle l'AIDA, qui est une technique de vente très très efficace en termes de télémarketing. Donc, attention, intérêt, désir, achat, l'AIDA, qui est repris sur ce Si guide. ça vous plaît, vous gardez l'envoi et vous réglez seulement 39,90 € plus 16 francs de frais d'envoi et vous recevez en plus... Je vous rappelle que pour les 2 places de cinéma, c'est l'équipe de Stéphane et Alexandre qui est en tête, hein, avec 10 accords. Hein. C'est très très bien. Voilà, donc toi Virginie, tu n'étais pas forcément très convaincue de l'intérêt d'aller bosser, mais en tous les cas tu y allais, quoi. Ouais, parce que si tu veux, au départ, moi j'ai été ado, j'avais envie d'être indépendante, il fallait à tout prix que je bosse parce que si je voulais m'acheter une guitare, j'allais pas pouvoir forcément demander à mes parents parce que comme ça ils allaient peut-être pas pouvoir les sortir, machin. Alors je me suis dit bon, il faut bosser, je vais trouver du taf et tout. Alors au départ j'ai fait des petits tafs, j'ai vendu des journaux, j'ai tapé la manche dans le métro en jouant de la guitare, une fois que je me suis acheté ma guitare. Et puis à un moment je me suis dit il faut être sérieux, je vais trouver un boulot stable. Parce que c'est l'avenir de tout un chacun et je fais partie de cette grosse masse de gens. Et j'ai envie de m'intégrer, quoi. Moi, j'ai envie de faire partie de tout ça. J'ai pas envie d'être isolée, quoi. Et puis voilà, j'ai trouvé par l'intérim la possibilité d'avoir un boulot fixe. Alors j'ai commencé à bosser chez Discrete. Je répondais au téléphone et j'ouvrais le courrier. Des trucs passionnants, quoi. Et donc au bout d'un mois, parce que aussi au début quand même, t'es vachement intrigué par le téléphone, quoi, comment ça marche ce truc-là. Donc au bout d'un mois, tu commences à maîtriser un peu, tu te dis bon, déjà tu t'ennuies un peu plus, quoi. Et puis au bout de 3 mois, c'est vraiment, ça devient le calvaire, quoi, parce que le matin, t'as pas envie de te lever, quoi. Même si les gens sont sympas au taf et tout, bon, c'est terrible. Donc j'ai commencé à me dire, c'est pas bien, quoi. Je me suis engagée dans un CDI, mais je ne vais pas pouvoir tenir, je vais finir par devoir démissionner. Alors j'ai commencé à en parler autour de moi, les gens m'ont dit mais ça va pas, c'est pas raisonnable, quoi, démissionner, t'as un CDI, tu te rends pas compte de la chance que t'as, un CDI, mais tout le monde en demande des CDI au jour d'aujourd'hui, quoi. Alors je dis d'accord, c'est vrai, peut-être que je devrais pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me faire virer, quoi. Donc j'ai commencé à essayer d'élaborer des stratégies. Puis en parlant, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, quoi, que les gens ils me prennent la tête comme ça. Alors je me suis dit, je vais essayer de leur faire comprendre que le travail, c'est pas forcément une fin en soi. Et eux, ils ont pris ça comme quelque chose d'immoral, parce que c'est pas bien de démissionner en plus, donc de ne pas pouvoir toucher le chômage, quand y a tellement de gens qui voudraient avoir du travail, quoi. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir avoir du travail et j'en profite même pas, quoi. C'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas normal. Ils trouvent même limite, c'est dégueulasse par rapport à tous ces gens qui pointent au chômage tous les jours et qui se morfouler, quoi. Mais c'est pas dégueulasse, puisqu'au contraire, tu leur laisses la place. Bah oui, mais je leur laisse la place, mais si tu veux, c'est immoral parce que moi, je fais pas l'effort, quoi. Et en plus, une fois que j'aurai démissionné, je vais même pas chercher du travail, quoi. C'est quand même ignoble, t'imagines, quoi. Vous augmentez la consommation, vous augmentez la croissance de l'économie. Chaque entreprise ici, vous avez discuté avec quelques-uns? Non, pas encore, j'y vais. D'accord. Monsieur Loustou-Blazy, juste une seconde, monsieur Loustou-Blazy. Une seconde. C'est pourquoi? C'est pour France 2. Les grandes peurs de l'an 2000, c'est l'un des intitulés des débats cette année, c'est la séance plénière. Alors parmi les choses qui circulent, qu'on a découvert récemment, il y a cette cassette Danger Travail avec des entretiens avec des déserteurs du marché du travail, des gens qui ne veulent plus aller travailler dans notre société. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait qu'il y ait aujourd'hui des gens qui revendiquent le droit de ne plus travailler? La chose la plus importante dans la vie, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce sont les 3 devises de la République. Oui, mais c'est...
chômage, tu as surtout et longtemps connu le monde du travail. Oui, oui, alors j'ai travaillé donc dans une entreprise, c'était l'aéronautique, et j'étais vivreuse sur binoculaire. Et donc, bon, ça sera... Ah oui, alors c'est des pièces pour les avions. C'est un peu, tu vois, comme si tu étais chez le dentiste, bon, à part que tu le fais sur une pièce, quoi, et t'enlèves toutes les bavures qui sont dans des trous. Donc, je suis restée à peu près 12 ans. Et bon, j'ai été virée pour question économique, quoi. J'étais un peu poussée, quoi, à partir parce que, bon, je faisais beaucoup de grèves et tout ça. Et après, bon, je me suis retrouvée sans travail. Alors là, bien sûr, tu te dis, punaise, sans boulot et tout, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, tu commences à... Bon, tu sais, ça te fait peur, quoi, parce que tu as toujours bossé et tout. Et bon, j'ai fait des recherches de travail et tout, puis il n'y a rien qui a correspondu. Puis, en fin de compte, plus je suis restée sans rien faire, quoi, enfin, sans travail. Alors là, ça m'a vraiment plu, quoi, parce que je peux faire plein de choses. Je me suis aperçue que, bon, j'ai découvert pour aller dans les musées, je lis, tu vois, quand tu vas dans les magasins, t'as pas besoin de faire tes courses, tu sais, en même temps que tout le monde. Et... mais je suis heureuse qu'on m'ait virée, quoi. Au départ, ça m'a fait de la peine, mais là, je suis vraiment bien, quoi. Je suis... Tu vois, alors en plus, mais attends, les gens, ils savent pas ce que c'est de faire la sieste l'après-midi, tu vois. T'es là, l'après-midi, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, il pleut. Oh là, je vais être tranquille, je vais lire un petit bouquin. Alors moi, il y a plein d'auteurs que je connaissais pas, tu vois. Maintenant, j'ai découvert plein d'auteurs, tu vois, russes, Tchekhov et tout ça. Mais avant, je connaissais pas ça, parce que t'as pas le temps quand tu bosses. En fin de compte, tu as le temps de rien faire. Tu as le temps d'aller bosser, tu vois. Et puis, une fois que tu as bossé, il faut que tu ailles faire tes courses, il faut que tu fasses ceci, tes week-ends, tu n'as pas le temps d'en profiter, rien. Et c'est quoi de bosser, en fin de compte? Ben, c'est de faire chier, quoi. En fin de compte, après, les entreprises, de toute façon, les patrons, eux, ils en ont rien à péter, quoi. Toi, une fois qu'ils ont envie de te virer, eh ben, ils te virent. Et toi, qu'est-ce que tu fais, de toute façon? Ben, tu es bien obligé de... Tu vois, de réfléchir, de te dire, bon, quand tu as 50 balais, est-ce que je vais bosser? Est-ce que je reste? Est-ce que j'essaye de me trouver quelque chose? Puis alors en plus, bon, attends, qu'est-ce qu'on va me proposer? Moi, c'est pareil, pendant un moment, tu vois, je voulais faire des ménages, 50 balles de l'heure. Non, mais moi, je préfère pas, j'ai pas envie d'entretenir les bourgeois. Hein, je pense qu'ils, de toute façon, ils s'entretiennent assez sur le dos, comme ça, des gens. Tu vois, donc, au moins, bon, on va me dire peut-être que je profite, tu vois, de l'argent. Mais moi, j'ai bossé, de toute façon. Donc, cet argent qu'on me verse, dans ces 2600 francs par mois, je vais te dire, faut qu'ils ils vont pas pleurer pour 2500 francs qu'ils me donnent par mois. Moi, je préfère gagner ça que de gagner 5000 francs. Et puis que les bourgeois, tu vois, s'engraissent sur mon dos. Et puis, au bout de 2 ans, eh ben, l'usine, on va la fermer, allez hop. Puis toi, tu fais quoi? C'est pareil, tout est à refaire après. Alors moi, maintenant, tu vois, ça fait à peu près 12 ans que je travaille plus. Donc, moi, je me plais. Tu vois, au moins maintenant, j'ai le sourire, je suis bien, tu vois, je suis tranquille. Il n'y a personne pour me dire, ouais, aujourd'hui, tu arrives en retard et tout. Non, 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 non. Là, vraiment, j'en veux plus, quoi. Et ce qu'il y a le fait, c'est que de plus en plus de gens aujourd'hui, semble-t-il, ne veulent plus aller travailler. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous inquiètent? Écoutez, si on en arrivait à un moment, en effet, où les gens ne veulent plus travailler, on pourrait renoncer définitivement, en tout cas, aux entreprises, et donc le MEDEF disparaîtrait, et ce serait pour moi, évidemment, une grande, grande peur. Parce qu'en Allemagne et en Espagne, des mesures ont été prises par les organisations patronales pour obliger les chômeurs à accepter certains emplois qu'ils refusaient. Oui, si vous voulez, non, on n'en est absolument pas là, mais nous pensons qu'une bonne administration du risque du chômage, c'est tout de même d'orienter celui qui a perdu son emploi vers la possibilité d'en retrouver un. Et donc de lui proposer des emplois, et puis s'il refuse des emplois de sa compétence, de lui faire évidemment à ce moment-là prendre conscience de ce que ne peut pas être à la fois assuré contre un risque et refuser qu'on le résolve. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a aujourd'hui des gens, le fait qu'il y ait des gens qui disent stop, on ne veut plus aller travailler, quoi?
y aurait une solution. Une solution? Monsieur le directeur, je serais heureuse que vous fassiez à nos amis les honneurs de notre banque. Mais avec joie. Mais permettez que je vous présente d'abord notre personnel qui se tient toujours à votre disposition. Ce jeune cadre plein d'allant, espoir de notre maison. Notre caissier aux doigts de fée. Nous sommes les secrétaires, messagères d'aujourd'hui, ballerines de la machine, Amazon du téléphone, sans lustrine ni routine, nous vous servons sans répit. Discrétion, protection, attention, nous sommes les gardiens. Nous veillons sur vos biens, nuit et jour, soir et matin. Discrétion, protection, attention, nous sommes les gardiens. Nous veillons sur vos biens, nuit et jour, soir et matin. Everybody has a part to play in everybody else's day. We're all of us connected, and that's how we're gonna stay. Because the more that we can share, that's productivity. And no job is too difficult when you're part of the family. Mon père est ouvrier. Ma mère, à partir de quand j'avais 5-6 ans, est devenue femme de ménage dans une municipalité, quoi. Moi, quand j'étais minot, mon père se déplaçait sur 1000 bornes pour bosser. Il rentrait que le week-end pour faire vivre sa famille. On est né à Marseille, on s'est déplacé à Fos-sur-Mer. C'était au moment où les usines se créaient. Mon père partait le matin, bonne heure, au travail. Ma mère, le soir, lui cuisinait la petite gamelle en ferraille avec un peu de riz, de sauce dedans. Ou quand il partait travailler dans des raffineries, électricien dans les raffineries, qu'il allait travailler en Normandie ou au Luxembourg et qu'il rentrait tous les week-ends où il faisait 2000 km pour voir ses enfants et le reste de la semaine, ma mère se faisait chier, voire pleurer. Le travail n'a jamais été, pour moi, synonyme de bonheur par rapport à ce que je les ai vus vivre eux. Les discussions sur le travail vont venir a posteriori, en tout cas quand je vais avoir, quand je pars de la maison et que par rapport à ma propre vie aujourd'hui et comme je la vis, comme j'entends la mener depuis une dizaine d'années, qu'effectivement là ça a posé on ne peut pas dire des débats, mais plutôt des reproches cachés ou des colibés ou des boutades ou des questionnements de la part de mes grands-parents. Alors qu'est-ce que tu fais? Quel travail tu as? Alors qu'au fond, la question leur importe peu, sûrement pour pouvoir en parler à leur coiffeuse ou quelque chose comme ça, parce que ils me voient heureux, ils se posent pas, ils m'ont jamais vu malheureux. Donc finalement, la question, pour eux, elle devrait pas être si importante, si ce n'est la question de l'existence sociale. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à leur coiffeur, à leur boucher, à leur sœur, à leur cousin, à leur neveu, ou par rapport à mes cousins. Bon, moi, ce que j'ai envie, moi, je tends à être heureux, je tends au bonheur. Ça, c'est aussi mon projet politique. Et qu'à partir de là, j'ai envie de vivre les moments comme j'entends les vivre. Par exemple, sur la question du service militaire, j'étais insoumis. J'étais insoumis à un service militaire qui dure 10 mois ou à une objection de conscience qui dure 20 mois. Donc, très aisément, quelque chose qui dure 40 ans ou 50 ans... c'était d'autant plus facile. Donc, si j'ai été insoumis au service militaire parce qu'il y avait plein de valeurs qui ne m'allaient pas, et surtout le fait qu'on me demande de faire quelque chose pendant une année sans mon consentement, sans que je puisse avoir prise sur ce que je faisais, on peut facilement imaginer que si on me propose un service militaire ou un service de travail obligatoire de 40 ans, j'y refuse d'autant plus.
Aujourd'hui, moi je suis au RMI, donc je suis chercheur d'emploi, chômeur, quelqu'un qui est censé se morfondre sur lui-même, vivre mal, plonger dans l'alcoolisme, dans la dépression. En fait, c'est tout le contraire, quoi. Tout le contraire. Si je plongerais dans l'alcoolisme, c'est parce que je fais souvent la brègue avec des collègues et que voilà, et que finalement on se rencontre souvent au bistrot. Ce serait ça la raison, mais pas parce que je serais triste. Effectivement, j'ai pas de travail salarié. J'ai pas. Si on me pose la question, mais qu'est-ce que vous faites dans le sens travail? Est-ce que vous êtes docteur, avocat, ouvrier? Je n'ai pas de catégorie socio-professionnelle. Par contre, mon existence sociale est super riche, quoi. Je côtoie beaucoup de monde, je suis connu dans mon quartier, reconnu dans ma ville pour ce que je fais. Pour moi, la question, elle est là, la question super importante, c'est est-ce que socialement quelqu'un existe? Parce qu'on existe aussi sur le regard des autres, on existe dans les rencontres que l'on fait. Effectivement, je crois, en toute humilité, avoir une existence sociale très, 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 très riche et qui fait que je ne me pose pas la question de savoir si je dois travailler pour un patron ou pas. La réponse, elle est de fait. Et comme l'argent n'est pas ma motivation, j'existe socialement, l'argent n'est pas ma motivation, je suis heureux de ce que je fais, je ne vois pas pourquoi je changerais aujourd'hui. C'est pas simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart et puis de te dire tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis il y a 5h moins le quart et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, la machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain. Tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, non, faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais taper de mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour nous. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais
que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur la chaîne. Moi maintenant je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui me mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Je lisais avant, je lis un tas de livres. Maintenant, je n'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie. Le besoin ne se fait plus sentir de lire. Non pas que je connaisse tout, au contraire, mais j'ai plus envie, j'en ai plus besoin. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, je sais pas, en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à plier les doigts. Ma peau est 100 watts, je vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je vais pas m'arracher ma peau, je veux pas qu'on y touche mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaie de nous les bouffer, de nous les user. Et là on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait. Pues yo era un trabajador modelo hasta aproximadamente el 82. Trabajaba en una fábrica y anteriormente había trabajado en un montón de sitios, ¿no? Y en el 82 trabajaba en una fábrica ya bastante grande, en una multinacional, con un número de trabajadores pequeño, de unos 300 éramos. Y la idea que yo tenía de la vida y del trabajo era que tenía que ser un hombre de provecho, y un hombre de provecho era un hombre que trabajaba, que un día se casaba, que tenía hijos, que seguía trabajando y que se moría después de haber trabajado muchísimo en la vida. Pero eso era la idea que yo tenía de un hombre de provecho. Entonces, en la fábrica me aguantaba medio porque me metía a sindicalista. Y entonces era un poco divertido. El trabajo era aburrido, pero el sindicalismo daba un poco de gracia a la cosa, ¿no? Había reuniones, asamblea, que si hacíamos huelga, que si no. Entonces esto era como un poco la diversión del trabajo, ¿no? Esto y la idea en la cabeza de siempre, de toda la vida, desde chiquito, de que una persona lo que tenía que hacer era trabajar, porque o era rico o tenía que trabajar, no veía otra posibilidad, ¿no? Entonces en el 82... me echaron de la fábrica. En el 82 me echaron de la fábrica y me dieron una indemnización. Y esa indemnización ha permitido, entre otras cosas, pues vivir bastante tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de echarme de la fábrica, pues se me abrieron como un montón de posibilidades, ¿no? Es como el que está al borde de un precipicio, llega alguien, le da un empujón y cuando va por el aire descubre que puede volar, ¿no? Entonces empieza a planear y digo, qué divertido, la próxima vez me tiro solo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, normalmente eso no ocurre. La otra cosa es que, bueno, cuando yo explico mi caso personal, pues sé que en mi caso personal, sé que tampoco se puede decir, esto que yo hago lo puede hacer cualquiera. No, no se hace solo. O sea, no depende de la suerte, ni tampoco enteramente de nosotros, es decir, hay que elegir entre ese tiempo y ese dinero, entre tener algún tiempo para uno y algo de dinero, o todo el tiempo del mundo y nada de dinero, o todo el dinero del mundo, que eso nunca se puede tener, pero todo el que se puede conseguir trabajando 14, 15, 16 horas diarias y nada de tiempo, y descansar cuando uno se muera. Eso cada cual debe... Cada uno lo elige, ¿no? Yo elegí ir tirando, trapichear, algo difícil de explicar, pero que yo pude hacerlo, ¿no? Lo que ha pasado es muy sencillo, porque a mí me consta que eso no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a más gente. Lo que pasa es que no hay publicidad, ¿eh? No es algo que se dice en los medios, ¿no? Hay 3 millones de parados, de los cuales un 55% no quiere volver al trabajo. No, eso nadie lo dice. Empezando por los propios parados, ¿no? Pues entonces el hombre yo le decía, lo que ha pasado es muy simple. Y es que ustedes
hace unos años nos echaron por la puerta grande y ahora nos llaman por la puerta chica. Ven a trabajar, hacer lo mismo que antes, pero en vez de 8 horas 12 y en vez de cobrar 100 a cobrar 80. Y ustedes esperan que se les llene la fábrica de parados buscando esa maravillosa ocasión de trabajar. Y entre tanto, en ese tiempo que nosotros ha pasado desde que ustedes nos echaron por la puerta grande hasta que nos llaman por la pequeña, hemos aprendido a vivir sin trabajar. Il était un sacré patron, il était un sacré patron qui ramassait plein de pognon, il habitait dans notre région. Écoute bien ce que dit François Michelin à la page 198. De très nombreux salariés de la maison savent que la loi sur les 35 heures repose sur des idées complètement irréalistes, évidemment. On n'a pas le courage de dire que plus on travaillera, moins il y aura de chômeurs. C'est une façon de voir les choses. À la limite, il faudrait travailler 41 heures, payer 39% sortir. Comment tu dis, plus on travaillera, moins il y aura de chômeurs? C'est pas moi qui le dis, c'est François Michelin. Non, mais plus on est nombreux, moins il y a de chômeurs. Si Voilà. on est plus nombreux, par définition. Et puis j'ajoute, c'est toujours François Michelin qui parle, l'une des causes de la défaite de 1940, c'est le passage de 48 heures à 40 heures de travail hebdomadaire en 1936. J'aime parler avec des personnes qui ne pensent pas comme moi. Cela m'apprend beaucoup de choses. D'où elles tirent leur force, à partir de quelle réalité. Il n'est pas descendu dans les ateliers, lui, parler avec les gens, hein, ou pas souvent, quoi. Parce que la force qu'ils en tirent, eux, c'est... je crois que c'est plutôt ça, la force qui les fait venir et travailler correctement dans leur atelier, quoi. Mais bon, c'est clair que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup à d'ouvriers, hein. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la possibilité de se séparer des personnes dans des conditions de dignité. Il faudrait pouvoir dire aux gens, voilà, d'ici 2 ou 3 ans, je n'aurai plus les moyens de vous donner du travail, vous allez devoir nous quitter. On va prendre les moyens d'y arriver le plus sereinement possible. Dans mon atelier, 7 accidents prévus pour l'année de travail, on en est déjà à 12 avec 9 arrêts de travail. Dans notre atelier, on a eu 3 personnes qui ont eu d'un seul coup des vertiges. C'est des personnes de 50 ans. Moi, je comprends qu'elles aient des vertiges au boulot parce que il y a des montées de tension, il y a des... L'être humain, c'est pas une machine. La machine, quand elle se casse, chez Michelin, on appelle un réparateur, il la répare. L'être humain, quand il est fatigué, il est fatigué. Et le problème, le problème de l'être humain, c'est qu'il encaisse, mais le jour où ça casse, et bien souvent, ça casse sérieusement. Ces horaires, c'est une forme de dépersonnalisation de l'individu. Ils nous enlèvent notre mental, ils nous enlèvent notre entité. Alors, est-ce que ça vient du sommeil tronqué, des sommeils... est-ce que ça vient des rêves qui sont hachés, qui sont arrêtés? Parce que bon, je sais que le rêve a une importance primordiale dans la personnalité, mais voilà, c'est très dur. Enfin, au travail, tout le monde achète le journal devant l'usine, il se vend devant l'usine et les avis de décès, tout le monde le lit, quoi. Et tout le monde, toutes les semaines, oh là là, machin est mort, Dupont est mort, Durand est mort, il a fait que 2 ans qu'il est reparti en retraite, ça fait que 3 ans qu'il est parti en retraite. Il y en a qui sont pas allés, qui sont pas arrivés en retraite, ils sont morts, ils ont même pas vu la retraite, quoi. Ça aussi, c'est bizarre, quoi, trimer toute sa vie, même pas pouvoir en profiter une fois qu'on est libéré de tout ça. Moi, ça me fait mal, quoi. Pour synthétiser un petit peu ma vie chez Michelin, je dirais 30 ans d'ancienneté, je dirais 30 ans de clandestinité, c'est ce qu'on peut dire. 30 ans de répression mentale. On peut le dire comme ça, voilà.
no che impego, ma di che tra un munesian, ma un po' di vite mai finian, vesti la causa di l'usino, un peridespe 40 anni, lo patron mi faze la mino, desiere mi picciu un pan, ma ora che si ci depavo, o travailler pas con te, o travailler pas con te. Prelencau, car di rob d'esprit trop lointain. Hier en fi ma patience lasso, en arrivare lo patron. E li di guerri teste basse, esti perché ne fa pas pro. Trobas che travail trop gaire, che può di più va contenta. Despre că chite muestru bragi, es ma paie pesias penia, se vos egarda ien juscar, es per pietar es fini, o doanica che giù in caro, e crezeu de me stavani. Per verifier mi si è vota, mi dias mi rapporte plus fois, si as vuelva des au travail, a se peblant ton concitoyen, e per si as venia mai te mai, e per si as venia. On a trouvé une cassette qui circule actuellement qui s'appelle Danger Travail, et ce sont des témoignages de déserteurs du marché du travail, de gens qui ne veulent plus aller travailler car ils considèrent que la précarité ou que les emplois actuels ne les satisfont pas. Qu'est-ce que vous pensez de ces points de vue dans le commerce? Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre des mesures coercitives contre les gens qui refusent aujourd'hui de travailler? Oui, moi je trouve anormal. J'en connais aujourd'hui qui font des calculs assez savants en disant j'ai une assistance, un soutien, j'ai été licencié aujourd'hui, donc je suis capable de tenir, alors qu'on leur propose du travail. J'ai proposé du travail à des gens à l'époque où je cherchais follement des salariés, et j'en ai trouvé qui ne voulaient pas rejoindre mon entreprise. C'est aberrant, c'est anormal. Je pense qu'ils n'iront pas loin. Eux, je suis dans le coin, oui, mais ils ne se rendent pas compte de leur propre situation. Il n'y a pas de miracle. Celui-là, je l'ai pas eu. Non, mais attendez, après, si vous voulez faire marcher les gens, si vous voulez que l'économie marche, que un peuple se mette en marche, il y a des moyens très simples, c'est classique, c'est soit vous faites peur aux gens,
prenez des mesures coercitives, soit vous faites peur, soit vous faites envie, soit vous donnez envie d'aller bosser. Et suivant les cultures et suivant les périodes, il y aura peut-être un petit coup de je vous fais peur, un petit coup je vous fais envie, c'est le bâton et la carotte, c'est les grands classiques. Mais c'est de la technique si vous voulez. Donc c'est plutôt la carotte que le bâton. Oui, oui, c'est plutôt la carotte. Ou les deux. Ouais, c'est un peu des deux, il faut quand même. Je crois savoir qu'à New York, par exemple, vous avez des systèmes de RMI aux États-Unis, mais on oblige les gens à qui on donne un revenu minimum à donner quelques heures par jour de travail à la collectivité. Alors vous avez des ingénieurs au chômage ou qui sont dans une mauvaise passe, qui touchent un RMI, mais qui vont, par exemple, nettoyer les rues ou faire des travaux d'intérêt collectif pour la municipalité, etc. Et ils n'y trouvent d'ailleurs pas rien à redire, enfin je veux dire, ils le font très volontiers. Il est grand temps qu'il y ait des mesures un peu coercitives. Les autres le font, si nous on ne le fait pas, on est en danger. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je dirige une société de service, société de bourse, donc une société de service. De bourse, c'est-à-dire De bourse, c'est-à-dire j'ai des clients qui achètent et qui vendent, qui me confient leur épargne. J'ai 95 salariés et donc c'est une société de service. Je rends des services si les gens ont envie de me confier de l'argent et s'ils trouvent que je leur apporte une valeur ajoutée par rapport à d'autres prestataires qui font le même métier que moi. D'accord. Oui, votre nom c'est Philippe de Port-Rompard. Je vais le noter. Comme l'architecte. Cousin, oui. Je vais le noter. Il y a deux possibilités à mon avis. Je veux dire, on est dans un système, soit on fait rentrer de l'argent, soit on évite qu'il sorte. Et moi j'opte pour la deuxième solution parce que ça me laisse du temps libre. C'est une contrainte commune entre c'est se lever le matin pour aller à l'usine, c'est aller au WC rapidement, je sais pas, en 1 heure, il faut que tout soit fini, déjeuner tout prêt, à la douche et tout, partir comme ça au travail toute sa journée, revenir le soir. Je trouve que c'est une sacrée contrainte. Moi, calculer mon argent, regarder avec les peu de moyens que j'ai, comment essayer de finir mon mois, c'est une contrainte aussi, mais je préfère celle-ci que l'autre. Si j'ai faim, j'irai travailler, mais au-delà de la faim, si je peux continuer à vivre comme je vis, j'hésite pas. Je préfère me rationner, mais avoir bon temps. Ce qui est formidable. Si je décide de lire un livre, je peux le lire en 48 heures, 24 heures. Je veux dire, qui a cette possibilité-là aujourd'hui? Je vis ce que les retraités vivent. En fait, je me sens vachement d'affinité avec les retraités. Parce qu'aujourd'hui, je suis comme eux, quoi. J'apprends à établir mon temps, à trouver des rythmes qui me sont propres, à sortir du rythme du travail qui est pas un rythme véritablement humain, quoi. C'est plutôt un rythme mécanique la plupart du temps. C'est quand même beaucoup de production. Je parle pas des gens qui ont une qualification à vendre. Je veux dire des gens comme moi qui sont arrivés sur le marché du travail sans véritable qualification. Il y a quand même, je veux dire, généralement, ça dépasse tout ce qui est imaginable. Moi, je me souviens des moments donnés, après des 3-8, ce type en travail d'usine, je rentrais, j'étais un vrai bof. Je mettais les pieds sur le meuble en face et je regardais la télé. Et je me vidais, et je dormais souvent, une heure après m'être installé comme ça. Il y a tout qui m'échappait. Je veux dire, il y a tellement de choses qui interviennent sur le fait qu'aujourd'hui, j'en suis là et pas... c'est le chômage, mais ça c'était le truc qui a déclenché. Par la suite, c'est parce que j'ai mordu dans quelque chose qu'il ne fallait pas mordre, c'est-à-dire la liberté et le temps. Et ça, maintenant je sais ce qu'elle vaut et j'aurais beaucoup plus de mal à la monnayer. Réformé, rassemblé, le MEDEF acquiert une légitimité renforcée.
Plus puissant, il s'engage avec force dans le combat contre le diktat des 35 heures. Et c'est très important, je crois, de proposer aux jeunes de notre pays autre chose que des stages parking, d'aller en entreprise, aller voir ce que c'est que le monde du travail, préparer son intégration, entrer dans l'entreprise avec un vrai contrat et dans une vraie entreprise pour avoir une vraie perspective. C'est ça, je crois, la dynamique qui fait ça. Et l'allègement de charges. Cet allègement de charges, ce n'est pas un cadeau. Cet allègement de charges correspond au travail, à l'effort que fait l'entreprise pour aider ce jeune qui était souvent en difficulté à apprendre, au-delà de l'école, ce qu'est le monde du travail. Cela aussi, ça s'apprend. Il a besoin d'efforts. Et cet allègement de charges, il signifie un accompagnement humain pour une véritable insertion, parce que l'emploi, ce n'est pas égal à la formation, mais l'emploi, c'est de la formation plus de l'insertion. Et c'est cet effort-là qu'il faut faire. Et là réside une vraie perspective pour les jeunes. Ça doit être, je crois, une politique qui doit être poursuivie et prolongée. Notre stratégie pour l'emploi ne se résume pas à lever les obstacles à l'insertion sur le marché du travail. Pour dynamiser l'emploi, nous devons ouvrir ensemble le grand chantier de la valorisation du travail et de la formation professionnelle. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il nous faut d'abord faire aimer le travail. Je crois que c'est très important. Quand on regarde aujourd'hui la situation de notre pays, si vraiment la France croit que nous pourrons garder un système social parmi les plus avancés du monde, en entrant dans la vie active à 30 ans et en sortant à 50, nous sommes dans une impasse. Et donc il faut faire en sorte il faut faire aimer le travail aux jeunes. Quand je vois évidemment qu'on rêve toujours ou de prolonger la formation ou d'avancer la retraite, je me dis c'est qu'on ne fait pas assez d'efforts dans notre pays pour faire partager le goût du travail et le besoin de travail. Aimer le travail, c'est d'abord une bataille économique. Il faut enrichir le travail pour mieux le payer. Je parlais tout à l'heure de création, je parlais d'innovation, je parlais de part humaine dans le travail. Il faut enrichir le travail pour mieux le payer. Il faut aussi créer des entreprises, et c'est, je crois, très important d'accélérer, faire en sorte qu'on puisse davantage créer dans notre pays et atteindre le chiffre que le président de la République nous a fixé, 1 million d'entreprises à la fin donc du quinquennat. Il faut aussi, et je vous remercie de le faire, il faut aussi, parce que là il y a eu un changement de climat, il faut aussi faire partager le bonheur d'entreprendre. J'ai souvent dit ça, mais c'est une expérience que j'avais faite quand j'étais ministre des PME. J'avais collecté sur une grande chaîne de télévision tous les 20 heures où les chefs d'entreprise s'exprimaient. Et donc il y avait quelque chose comme 110, 120 chefs d'entreprise qui s'étaient exprimés au total pendant une année. Pas un des entrepreneurs ne souriait. Est-ce qu'il n'y a pas du bonheur à entreprendre? Est-ce qu'il n'y a pas du bonheur à animer des équipes? Est-ce qu'il n'y a pas du bonheur de l'investir? Est-ce qu'il n'y a pas du bonheur à être responsable? Est-ce que la responsabilité est si étouffante? Est-ce que c'est un métier si horrible pour dire aux jeunes ne le prenez pas? Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des charges, oui, il y a de la paperasserie, oui, il y a beaucoup de difficultés. Mais tous leurs métiers ont leurs charges, je vous l'assure. Mais au fond, faites partager ce que vous avez au fond de vous-même, c'est-à-dire un bonheur d'entreprendre. Et c'est ce bonheur et cette contagion du bonheur qui sera le meilleur moteur pour soutenir les initiatives que nous prendrons. Bataille économique, bataille sociale aussi. Les conditions de travail, de vie au travail doivent être meilleures pour que le travail soit moins pénible. Et on voit bien que finalement, les générations changent. Le concept même de pénibilité n'est pas le même pour quelqu'un de 50 ans et pour quelqu'un de 30 ans. Il faut, je crois qu'il est très important de faire en sorte que ce travail apparaisse comme un élément de la vie qui ne soit pas cette part de vie plus faible, cette part de vie plus difficile. Je suis toujours inquiet quand je vois qu'on a du mal à envisager de travailler plus et qu'on rêve de la retraite. Et je me demande s'il faut qu'on se cache longtemps que c'est souvent les réalités du travail qui nourrissent les rêves de la retraite.
Et je pense qu'il faut faire en sorte, il faut avoir cette lucidité-là pour rendre le travail, y compris socialement, plus attractif. Et c'est aussi une bataille culturelle. C'est une bataille culturelle très importante. Il faut sortir de ces idées qui ont encombré le XIXe siècle, qui ont conduit à des erreurs fondamentales dans le XXe siècle, qui font du travail une force aliénante, alors qu'au contraire, c'est une force épanouissante et que c'est une conquête de liberté, et de dire aux jeunes aujourd'hui qu'il n'y a pas meilleure liberté que celle qui peut leur permettre de conduire librement leur vie. Périclès le disait bien avant les autres. C'est par le travail notamment qu'on peut conquérir cette indépendance, cette autonomie qui est quand même le sel de la vie. Et donc je crois qu'il y a là toute une bataille culturelle. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre les Français qu'il y a aujourd'hui une vision humaniste de l'économie qui fait du travail quelque chose qui est un allié de l'homme et non pas l'adversaire de la personne. Dites-moi, Roger, votre travail est-il achevé? Pas tout à fait, c'est presque fait. Y'a pas de souci, aucun ennui, tout sera fait pour midi. Parfait, parfait. Et vous, André? Dossier classé et terminé. Sur le suivant, nous sommes penchés. Monsieur, que faisons-nous pour vendredi? Je vous accorde l'après-midi. Quel bonheur, oui, quel bonheur. Du matin jusqu'à 6 heures. Quelle harmonie, quelle énergie. Une année pour vendredi. L'entreprise a été créée en 80, tant que je dise pas de conneries, 86 je crois. Donc tu vois, 86 c'était vraiment la pleine vague libérale, quoi. On l'appelait pas encore comme ça, c'était encore un peu sous-jacent, caché, mais et à l'époque il y avait vraiment les entrepreneurs commençaient à être les héros, tu vois, c'était l'époque tapis, machin et tout ça. Toi tu crées ton entreprise, quoi. Donc moi, je crée mon entreprise après avoir travaillé dans une autre entreprise où j'avais imaginé une idée qui n'avait pas été possible là-bas. Et puis cette entreprise s'est cassée la gueule et je me suis dit, j'avais pas envie de travailler comme salarié non plus. Enfin, j'avais envie de pouvoir développer mon propre concept. Donc j'ai créé cette SARL avec 2 associés donc. Et voilà, on a fait de la communication événementielle. À l'époque, c'était le début, pendant 8 ans. C'est-à-dire que c'était le début des mises en scène, en fait, un petit peu, tu vois, d'assemblée générale, de congrès, de trucs comme ça. Donc, on faisait des éléments qui figuraient, qui pouvaient être le logo, machin, taillé en polystyrène, peint en doré, en 8 mètres de long. Ça pouvait être des décors, monter un bateau sur la scène, monter, je sais pas, un peu n'importe quoi, des hommes sandwich qui se trimbalaient pour créer des petits événements, quoi. Et donc, ça marchait plutôt bien. Mon banquier m'a fortement poussé à m'endetter, d'ailleurs, à l'époque. Investir et tout. Et je prends 3 semaines de vacances, je voulais prendre du recul et je décide de faire une randonnée dans le Hogar. Donc j'avais un petit peu préparé ça et tout, mais pas très bien probablement. Et en bref, je me suis trimballé, j'ai marché 8 jours et le 8e jour, j'étais dans des éboulis rocheux et à bord de la crête sur lequel je me promenais, quoi. Il y a 3 mètres sur 3 qui sont descendus d'un coup, quoi, parce que c'est de la roche fragile. Je me suis retrouvé avec la jambe embouillie en bas. Donc finalement, j'ai gardé la jambe, mais ça m'a quand même valu 7 mois d'hôpital et de rééducation. Et obligé de prendre un recul important sur tout ce que j'avais fait jusque-là, quoi, puisque c'était d'un seul coup dérisoire par rapport à ce que je venais de vivre. Et pendant les 2 heures où j'étais allongé dans le désert à ramper, en me demandant... il y avait peu de chances quand même que je m'en sorte. Donc j'étais obligé de réfléchir sur fondamentalement qu'est-ce que j'avais fait de ma vie, puisque je pensais à ce moment-là qu'elle allait se terminer là. Et donc après, qu'est-ce que je voulais en faire pour la suite, quoi. Je veux dire, c'est une expérience qui te marque et tu peux plus après recommencer la vie quotidienne comme avant. À partir du moment où je suis sorti en fait de rééducation, j'avais des proches, des amis, des gens de ma famille à qui je disais déjà que je ne voulais plus refaire ce que j'avais fait pendant 10 ans, plus travailler dans ce milieu stressant et speed, etc. Et qui me disaient, oui, mais alors qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, c'est aussi pour ça, je pense qu'au départ, j'ai pas imaginé que je pouvais ne rien faire.
il y a un tel conditionnement quand ça fait 15 ans qu'on travaille que bon, on doit travailler, quoi. On doit travailler. Et puis finalement, je dirais le recul que ça donne, le chômage, c'est pour ça que beaucoup de gens, je veux dire, même qui veulent retravailler, ont du mal à s'insérer. Il y a aussi quelque chose de psychologique. C'est-à-dire qu'on réfléchit ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Puis d'un seul coup, on se dit, mais merde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bagnole comme ça, par exemple? Est-ce que j'ai vraiment besoin, ou d'avoir une bagnole tout court? Est-ce que j'ai vraiment besoin... Parce que tout ça, c'est organisé en fonction d'une certaine vie. On a une bagnole parce qu'on en a besoin pour aller travailler. Sinon, bon, y a plein d'endroits où on peut se débrouiller sans bagnole, quoi. Il y a des transports en commun, il y a des trucs. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de l'eau en bouteille? Est-ce que je peux pas boire de l'eau du robinet? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un niveau de vie tel, est-ce que j'en ai fondamentalement besoin, qui m'oblige en fait à passer, on dit 8 heures, mais on sait très bien que pour la plupart des gens, et moi dans les métiers que je faisais c'était beaucoup plus en général, 10 ou 12 heures par jour à me casser le cul pour gagner du fric, pour finalement tenir ce système de vie simplement, avec pas le temps de lire, pas le temps pas le temps de profiter de ce qu'on pourrait profiter avec de l'argent, c'est-à-dire d'un spectacle culturel, machin et tout, parce que tu sors du boulot à 8h30, c'est raté pour la séance de cinéma, c'est raté pour aller au théâtre, c'est raté pour, tu vois, préoccupé en permanence parce que aujourd'hui on dit, par exemple, j'entends des slogans libéraux du style « chacun doit être le manager de sa propre activité », tu vois. Mais quand tu es le manager de ta propre activité, mais tu penses qu'à ça. Si chacun est un centre de profit pour son entreprise et que c'est sa préoccupation principale, eh ben ça veut dire que le soir, il est là à penser comment demain je vais faire pour convaincre tel client et comment machin. Et que le gars, il peut pas se mettre à se dire bah, le boulot c'est fini, tiens, je vais prendre un bouquin, je vais regarder un spectacle de danse, je vais faire, je sais pas, tu vois, ou quelque chose de complètement différent. Tu n'as plus le temps. Pareil pour la vie affective. Je veux dire, si tu as une femme, si tu as des enfants, si tu as des gens autour de toi, des gens que tu aimes et à qui tu as envie de consacrer du temps, dans ta tête, tu n'es pas disponible à partir du moment où tu es conditionné dans ce truc-là. Et c'est tout ça que j'ai réalisé en fait relativement progressivement. Voilà, donc c'est... le problème, c'est, comme tu disais, quand j'étais chef d'entreprise, je ne pouvais pas imaginer ça parce que justement, j'étais pieds et poings liés, j'imaginais pas. En fait, du jour au lendemain, quand tu te retrouves aussi avec beaucoup moins de revenus, tu es obligé d'envisager une autre façon de vivre. Et petit à petit, ça t'amène vers l'idée que finalement, cette façon de vivre est peut-être vachement mieux. Et que c'est peut-être comme ça qu'il faut vivre, tu vois. C'est peut-être comme ça que tu as envie de vivre. Parce que, je sais plus, mais il y a quelqu'un qui a dit on peut pas gagner sa vie à la perdre ou quelque chose comme ça. Ou on peut pas perdre sa vie à la gagner, plus exactement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très... Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. On perd sa vie à la gagner. Je pense qu'on a des blocages mentaux très importants. L'incapacité, par exemple, de penser l'activité de vie en dehors de la forme salariale, de la forme marchande, il y a aujourd'hui, notamment dans le discours de la gauche plurielle au pouvoir, il y a un retour à la sacralisation du travail, très très grand. On a peine à imaginer l'instauration d'un revenu inconditionnel du citoyen qui ne soit pas dépendante de l'accomplissement d'un travail. Pourquoi? Parce qu'on a peine à imaginer l'existence sociale qui ne passerait pas par le travail. Bon, or, il faut se dire, c'est possible, c'est organisable, ça existe sous diverses formes dans notre pays. De même qu'on est un peu dans la situation des révolutionnaires avant 1789, où il était impensable de prendre la Bastille. Il est impensable de transformer la société monarchique. Là, le corps national se pensait comme l'enfant du roi qui était le père. Donc, comment un enfant peut-il vivre sans son père? Et pourtant, on a bien pris la Bastille. Et donc là, je crois, c'est vrai, il y a un travail d'imagination, il y a un travail de décloisonnement mental à faire et de refus des évidences quand on nous dit aujourd'hui, on est revenu, d'ailleurs aujourd'hui, c'est étonnant, quand on lit les journaux, on est revenu au discours du milieu des années 80, où on disait plus de croissance. La croissance est la solution de tous les maux de l'univers. Plus de croissance. Alors on le disait avant quand on avait 5% de chômage. Et on nous disait 1 million de chômage, c'est intolérable. Plus de croissance. Ensuite, on nous a dit, on était à 2 millions. On nous a dit 2 millions de chômage, mais il faut plus de croissance. Il faut abaisser le coût du travail et plus de croissance. On est passé à 3 millions de chômeurs et on nous dit maintenant, la France, c'est le titre du monde d'aujourd'hui. Je sais pas, c'est pas des lubies personnelles. Vous regardez le titre du Monde, si j'arrive à trouver la première page, en cas de fatigue avancée, la France dopée par la croissance mondiale.
l'activité économique en France augmenterait de 2,7% au lieu des 2,3% annoncés. Comme si c'était là, barré en première page, tout ça, quelque chose de fondamental qui allait changer l'évolution économique du pays. On est revenu à un discours productiviste de sacralisation du travail qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans si on ne leur dit pas que le travail c'est formidable? Il faut d'autant plus accentuer il faut d'autant plus revaloriser symboliquement et moralement le travail qu'il paie d'autant moins économiquement. Et pour sortir du chômage de masse, eh bien, on a les CES, les emplois précaires, les contrats ici, les contrats là, et on doit encore être content. Et quand vous allez à NPE, on vous apprend quoi? On vous apprend à vous vendre. Vous êtes maintenant un petit entrepreneur. Allez vendre vos capacités. Donc, c'est exactement le modèle néolibéral du marché. Vous êtes un petit entrepreneur, vous avez des capacités, vous les vendez sur le marché. Toute notion de solidarité et de responsabilité collective, de co-responsabilité individuelle et collective dans les situations sociales de cette jeunesse sont totalement passées à la trappe. Vous êtes un individu, vous allez à la NPE, vous vous présentez à un employeur, c'est un contact d'un employeur et d'un demandeur d'emploi, et vous vendez vos capacités. D'ailleurs, aux États-Unis, les directeurs, les responsables des directions relations humaines, c'est d'ailleurs joli, relations humaines, des grandes entreprises vous le disent ouvertement. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés. Il y a des entrepreneurs ou il y a des travailleurs contingents. Chaque travailleur doit se considérer comme venant au travail le matin, il vend à l'entreprise ses capacités et ses connaissances, et puis le lendemain matin, peut-être qu'on ne rachètera pas ses connaissances et ses capacités. Il est un petit entrepreneur qui vend au jour le jour sa force de travail. Mais ça, c'est absolument formidable pour les entreprises. C'est absolument formidable, parce que là, les politiques d'ajustement structurel, elles se font immédiatement. Et par le biais de la NPE, c'est un peu la même mentalité, la même conception du travail qu'on encourage. Allez vous vendre, allez vendre votre force de travail, s'il faut, alors au mois, à la semaine, ou en CDD, ou on y viendra peut-être, au jour le jour. Quand on nous chante, personne ne nie que la situation de l'emploi s'est améliorée dans les 2-3 dernières années, qu'il y a un petit mieux, qu'on a baissé d'1% ou 1,5% de chômage. Mais on a baissé en faisant quoi? Quand on regarde d'un peu plus près les statistiques de l'emploi, on observe que les catégories d'emplois qui ont augmenté le plus sont les emplois partiels, les emplois précaires et les CDD. Donc on a fait passer un petit volant de chômeur du statut de non-travailleur au statut de travailleur précaire. Alors on peut dire d'un côté c'est un mieux, mais en fait, si c'est ça la solution du chômage de masse, c'est en fait la voie américaine de la généralisation du salariat précaire et de la normalisation de la précarité. C'est la création d'une société d'insécurité sociale qui est marquée par des inégalités sociales gigantesques, qui est marquée par la normalisation de l'insécurité, qui est même présentée aujourd'hui aux États-Unis comme un principe positif d'organisation sociale. L'insécurité, ça n'est pas mal. L'insécurité, c'est bien. Ça vous fait vous tenir sur vos pieds, ça vous fait être toujours vigilant, vous êtes toujours prêt à travailler, vous êtes motivé. Le modèle qui est donné, d'ailleurs, c'est intéressant, ça vient du sport. C'est le modèle du sport où les entraîneurs, une équipe n'a pas de résultat, eh bien, si son équipe perd ce dimanche, il sera licencié le soir, tout le monde le sait. Vous ne faites pas la performance adéquate, vous êtes immédiatement éliminé. Une autre personne sera là pour faire votre performance. Et c'est présenté non pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif, puisque vous tirerez le meilleur de vous-même. Plus vous êtes en situation d'insécurité, plus vous êtes productif, et donc mieux la société se porte. Et donc la création d'une société d'insécurité sociale avancée, c'est ça. Et pour arriver à avoir cette insécurité sociale avancée, il faut s'engager dans une politique de paupérisation de l'État, puisqu'il faut un État faible, un État qui ne protège pas de la discipline du marché. Tout à fait. Et en fait, ça participe, c'est là qu'on voit bien que la montée de l'appareil des dispositifs policiers et pénaux, il participe de la normalisation du salariat précaire. On vous le dit à l'école, maintenant, l'horizon du travail normal, votre vie de travailleur futur, ça sera un emploi d'insécurité. Vous ne le voulez pas, bon, vous avez l'alternative du business. Vous allez faire de l'économie criminelle, de l'économie informelle de la rue. Mais alors là, le coût, soyez prêts à accepter le coût supplémentaire. Votre probabilité d'être incarcéré, d'être arrêté, d'être poursuivi, d'être incarcéré augmente. D'un côté, on vous force, si vous voulez, et puis si vous ne voulez pas, vous tombez dans le système pénitentiaire, qui est en quelque sorte la voiture balai du marché du travail.
Et c'est pas par hasard si les principaux clients du système pénitentiaire aujourd'hui, ce sont les jeunes, notamment des classes populaires, des fractions les plus précaires des classes populaires. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, plus de la moitié des détenus ont un niveau d'éducation primaire ou moins, que plus de la moitié des détenus dans les prisons françaises n'avaient pas d'emploi au moment de leur arrestation, que 16% sont considérés comme sans-abri. Bon, et que quand ils sortent de prison, ils ont des situations qui sont encore moins bonnes que quand ils sont rentrés. Et donc, les clients principaux des prisons européennes, c'est les précaires, les toxicomanes ou les personnes liées au trafic de la drogue, et les étrangers. Et donc, on voit ces trois catégories. Ben, c'est quoi? C'est les trois catégories, en quelque sorte, qui n'acceptent pas, ou auxquelles il faut faire accepter, le travail désocialisé, le travail précaire. Eh bien aujourd'hui, on assiste de fait, en bas de la structure de classe, pas en haut, en bas de la structure sociale, on assiste à de nouveau une fusion, un couplage de la question sociale et de la question pénale. Jospin, tu nous fais pas peur. Nous savons que nous avons raison. Et la justice, c'est plus que la légalité. Nous n'avons rien à perdre. Nous allons gagner. Vive la lutte des chômeurs! Il est clair qu'il ne s'agit pour nous en aucun cas de partir avec les différents caddies comme ça. Nous voulons discuter avec la direction du magasin pour que lui-même accepte que les chômeurs sortent avec un certain nombre de choses. Mais ce sera une décision de la direction des établissements Leclerc et en rien une récupération par les chômeurs ici présents. Donc nous sommes en train de négocier et discuter avec la direction des établissements Leclerc. Vous avez choisi ce supermarché par hasard Et ben là, ça veut dire que les chômeurs, ils en ont marre de voir toutes les richesses dans les vitrines et de se serrer la ceinture. Les chômeurs, ils disent qu'eux aussi, ils ont le droit de consommer, eux aussi, ils ont le droit de participer à la vie. Il n'y a pas de raison que ce soit parce qu'on est chômeur qu'on doive se priver. Voilà, moi j'en ai marre de me serrer la ceinture depuis 3 ans. Et maintenant, c'est fini, maintenant je me serre là où je le peux. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut vous dire qu'on a organisé une réquisition de richesses, compte tenu du fait que les minima sociaux ne permettent pas aux chômeurs de faire des courses comme tout le monde dans la 4e puissance économique mondiale, que donc par conséquent les gens ils en ont assez de manger des pâtes, du riz et des patates et de s'en tenir à ça. Ils veulent faire des courses comme tout le monde et manger les mêmes produits que les autres. Donc ce genre d'action, c'est pas la première, mais ce n'est pas non plus la dernière. On va multiplier ce genre d'action. Ça, c'est une chose certaine. Elle est jolie, hein. Ça m'a fait craquer.
tiens, peut-être qu'on va y avoir un. Merci Leclerc, merci Leclerc, merci Leclerc, merci Leclerc. C'est un plaisir de manger à ta place. On est contents comme des fous. Ne t'inquiète pas, tous ensemble, tous ensemble. Merci Édouard Leclerc, on a le bidon bien rempli. Maintenant je vais digérer et avant de repartir sur de nouvelles actions. Go, 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 go. Donc ça c'est depuis donc 97 et depuis bon mais ça me prend un moment, je me dis en général en septembre-octobre je me dis bon allez j'y vais, je vais aller un peu, je vais voir ce qu'il y a et tout, j'y vais toujours pareil. Alors j'ai dit bon mais j'y retournerai la semaine prochaine ou le mois prochain, puis plus ça va, plus déjà en janvier, février, je commence à... J'y pense quasiment plus, ou des fois dans des crises de mauvaise conscience, je me dis ouais, faudrait que tu y ailles et tout, puis je dis ouais, j'irai demain, ouais, j'irai lundi prochain, ouais. Donc voilà, ça, je laisse pisser. Les Bouches-du-Rhône, c'est le département de France où il y a le plus de RMistes, tu vois. Le taux de chômage, il y a 2-3 ans, il était de 19% à Marseille, alors qu'il était de 11% au niveau national. Donc il y a une masse énorme de chômeurs, de RMistes, de tout ça. Donc les contrôles, ils peuvent être que formels, parce que les gens, ils savent très bien, tu vois, ceux qui travaillent à la direction du travail, à la NPE, à la CEDIC, ils savent très bien que le travail, il n'y en a pas plus que, tu vois. Si toi, tu trouves un travail, c'est celui d'après toi, tu vois, qui n'en aura pas, tu vois. Donc moi, je suis assez altruiste, je dis, bon, mais, moi, je le laisse à celui qui suit. Hein. Allez, moi, ça va pour l'instant, c'est pas trop dur, je tiens le coup. Qu'on me traite de feignasse ou de gland, là, ok, là, tu vois, je préfère qu'au terme parasite, quoi. Mais justement, c'est le terme qui est plutôt utilisé par les gens, pas les gens, mais insidieusement par les institutions comme la CEDIC, la NPE, ils te le disent pas, mais c'est à ça qu'ils veulent t'amener, à ce que tu ressentes, tu vois. Et les médias, certains médias, tu vois, bon, dont certains qui le disent franco, ouais. Alors, c'est quoi pour moi, il est où le parasitisme, tu vois? Il y a certains boulots, c'est du parasitisme, tu vois. Bon, je vais pas rentrer dans les grandes diatribes sur les militaires, tu vois, par exemple, qui, pour moi, c'est des parasites, tu vois. Et bon, il y a des... Ouais, ben, peut-être je suis parasite, mais... qui coûtait plus cher. Quoi. Beaucoup plus cher, ouais. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, c'est un exemple, mais dans plein de boulots qui existent à l'heure actuelle, pour moi, c'est du parasitisme. Pour moi, la pub, c'est du parasitisme, tu vois. On n'a pas besoin de pub pour s'acheter un truc de yaourt, tu vois. Pourquoi il y a besoin de... Tu vois, t'as faim... Voilà, tu aimes les yaourts, tu vas acheter des yaourts, tu vois, voilà. Pourquoi il y a besoin de pub, tu vois? Pour moi, les gens qui travaillent dans ce secteur-là, c'est des parasites, quoi. Ouais. Plus que moi, ou autant que moi. Disons autant que moi. Par contre, je pense que t'es moins dangereux que... Ouais, moins dangereux et moins bien payé, quoi. Bonjour, excusez-moi, on peut vous poser une petite question? Oui, bien sûr, oui. Je voulais savoir ce que vous pensez des gens aujourd'hui qui refusent le travail. Qui refusent le travail? Oui, qui refusent de travailler. On pense qu'ils sont tort, parce que le travail, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la vie professionnelle, c'est indispensable à l'équilibre. Moi, je pense que c'est idiot de refuser de travailler. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, vous êtes chef d'entreprise? Oui. On fait un documentaire sur les gens qui refusent le travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cela? Les gens qui refusent le travail? Oui. Sont inconscients. Ils sont inconscients? Oui. Donc vous pensez que c'est pas bien? Qui refusent le travail? Oui. Oui, je pense qu'ils sont inconscients quelque part. Parce D'accord. que la situation va se durcir de plus en plus et qu'ils auront de plus en plus de problèmes. D'accord. Voilà ce que je pense. Ces gens qui refusent le travail, de qui parlez-vous? Oh, ben, par exemple, de ces jeunes, il y en a pas mal dans la nouvelle génération qui ne veulent pas travailler, pour une raison ou pour une autre. J'en connais pas beaucoup autour de moi et je pense pas que ça soit... c'est peut-être plus un problème d'éducation qu'un problème de volonté de pas travailler vraiment.
Mais vous ne trouvez pas légitime qu'on puisse hésiter à aller occuper des emplois précaires, notamment? Non, je pense que c'est un type de formation, c'est une expérience. Je crois que de plus en plus, il faut qu'on s'adapte à avoir un peu de flexibilité. Il faut travailler Si on veut, je pense qu'on aura des carrières différentes dans des environnements différents. Moi-même, je suis aujourd'hui DRH et j'ai été dans les services, enfin j'ai fait différentes carrières dans différentes entreprises et je crois que ça sera encore plus vrai dans quelques temps. Au revoir. Bonjour, vous sortez de l'université d'été du MEDEF, oui? Non. Non? Non. Bien, bonne route. Merci. J'ai le droit de parler! J'ai le droit de m'exprimer! Camarades! Je suis au RMI! Nous ne voulons plus travailler! Nous voulons de l'argent! Sans travailler! C'est un droit! Nous ne voulons pas être insérés! Sortez! Camarades! Sortez de votre tour! Arrêtez! Avec vos voitures! Nous voulons le RMI! Nous voulons plus travailler! Camarades! Sortez! Nous voulons de l'argent sans travailler! Je propose que la Maison des Ensembles cesse de demander du travail! Nous ne voulons plus du travail! Nous voulons de l'argent! On est conforme à peu près, les grands articles qu'on a vus, il y a à peu près 60% de gens qui rejettent les politiques, les syndicaux, Mais pour demander du travail. On se retrouve sur une plateforme pour demander du travail. Qui concerne les chômeurs, les précaires. Certains pour demander du travail. Mais pour vous demander du travail, il n'y en a pas. Hein? Vous n'avez pas demandé du travail, il n'y en a pas. Justement, c'est à eux de nous donner les sous. Mais pourquoi vous ne demandez pas de l'argent, ça va plus vite? Hein? Pourquoi vous ne demandez pas de l'argent directement? Et apparemment, je sais pas, vous sortez d'où, de l'argent ou quoi? Non. On ne demande pas d'argent, le milliard, qui c'est qui l'a obtenu? Il faut donner de l'argent s'il y a de l'argent, il faut demander du travail. Non, mais le milliard qu'il y a eu sur les fonds du Logement social, qui c'est qui l'a obtenu? Les chômeurs. Bon, bah alors justement, mais vous n'avez pas demandé plus de... Un milliard par personne? Ah, non, mais vous n'avez pas demandé un milliard par personne? Trouvez-moi dans l'histoire un mouvement qui en 3 mois obtient 1 milliard. À bientôt. Bon, salut. Adieu. À demain. Salut. Salut. Oui, mais enfin tout ça, c'est pas, sans être désagréable. Non, je pense que c'est pas normal, quoi. Parce que les associations qui s'occupent de chômeurs, tu as dit tout à l'heure, chacun a les amis qu'il peut trouver, mais moi je les ai vus dans les manifs, il n'y a jamais écrit revenu minimum garanti, quoi. Ils disent on veut du travail, que ce soit AC, la PUS, la CGT. Je vois pas pourquoi on va encore avec des connards. Pourquoi tu perds ton temps avec des connards qui sont parce que c'est vrai qu'ils te laissent aller aux réunions. Ils te laissent aller aux réunions, mais pourquoi faire? T'es encore un guignol, enfin comme moi. On est des guignols, ils nous donnent un petit peu la parole. Mais la direction d'AC, c'est on veut du travail. À Guiton, il a dit, la maire Laguillet l'a dit, la maire Aubry l'a dit, ils l'ont tous dit. Jospin l'a dit, je veux pas une culture d'assister. C'est clair, ils veulent nous faire travailler, ils veulent nous obliger à nous culpabiliser sans cesse. Donc on est des petits alibis. Pourquoi tu veux encore y avec AC et des associations? C'est pas si... déjà parce que quand on est hors association, on se retrouve complètement isolé. Bah non, pourquoi? Et c'est moins simple. D'autre part, parce que les associations, ça sert quand même à quelque chose. Moi, j'ai l'exemple concret d'une femme qui est venue nous voir. Bon, elle s'est peut-être trompée d'adresse, mais c'est une femme qui était dans une situation de merde, mais pire, j'ai rarement vu. Et elle s'est adressée à nous parce qu'elle a été poursuivie par les ACDIC
pour un arriéré. Ouais, mais c'est la même chose, je m'en fous qu'elle soit poursuivie par les ACDIC. On va pas régler les gens au cas par cas, on va pas faire un système social, on n'est pas payé, comme tu disais justement. S'il y a des problèmes avec les ACDIC, on va pas nous aller négocier pour machin avec monsieur ACDIC. Et ben pourtant c'est ce qu'on a fait avec... Parce que humainement c'était insupportable de voir cette femme qui allait peut-être se flinguer le lendemain. Et on lui a dit, on va essayer de faire quelque chose, et on a pris rendez-vous avec le directeur de la CEDIC, on lui a montré le cas, il a dit, ouais effectivement c'est débile, on laisse tomber. Et cette femme-là s'est retrouvée allégée d'un procès sur le dos, et d'une poursuite devant les tribunaux par les ACDIC. Maintenant, on va négocier des gens au cas par cas. Et puis, monsieur ACDIC, s'il vous plaît, voulez-vous régler le problème de madame Machin? Donc, on négocie le cas par cas. C'est tout qu'il faut péter. Pourquoi on a occupé les antennes ACDIC? Pourquoi on n'a pas occupé les émetteurs de TDF? Là, c'était clair, il n'y avait plus de télé. Là, c'était clair. Mais il faut d'abord que les gens arrêtent de consommer pour pouvoir arrêter de travailler. Parce que tant qu'ils renonceront pas à consommer, ils peuvent pas renoncer à travailler. Tu vois, parce qu'ils se disent, merde, j'ai besoin de ça, donc il faut que je travaille. Moi, il y a plein de gens avec qui j'ai eu des discussions qui me disaient, mais moi, j'aimerais bien faire comme toi, mais il faut bien travailler. Il faut bien travailler, comment tu fais? Alors je leur disais, j'ai 3000 balles par mois. Mais comment tu fais? Puis après, quand on discutait du truc, alors eux, ils avaient été passer leurs vacances au Maroc. Moi, j'avais été chez mon frère à Angers, tu vois. Bon, voilà, au bout d'un moment, tu trouves comment il fait le gars. Puis c'est là où le gars, en face de toi, il doit faire son choix. Et bon, moi, je force personne. Mais je veux dire, c'est les gens qui sont responsables de leur vie. Il doit faire son choix. Il doit faire son choix et se dire, est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête et que je sois obligé de vivre comme lui? Ou est-ce que je préfère continuer à aller prendre des vacances au Maroc et avoir ma bagnole et machin et tout? Et puis, Travailler toute la nuit. Voilà, et puis continuer 8 heures par jour, aller pointer au bureau, à l'usine, à l'entrepôt, n'importe où. On n'a plus le même rapport avec les gens, puisqu'il y a tout un tas de conversations qui du jour au lendemain ne t'intéressent plus. Moi, retrouver des amis qui le soir racontent leur journée de boulot, pas parce que c'est pas que c'est pas intéressant qu'ils racontent leur journée de travail, mais ils la racontent parce que le problème c'est qu'ils ont besoin de l'évacuer. C'est ça le pire, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut même pas discuter parce qu'en fait c'est pas une discussion, quoi. C'est-à-dire que le type il vomit tout ce machin qu'il a engrangé toute la journée dans sa tête et qu'il faut à tout prix qu'il se débarrasse s'il veut arriver à dormir, quoi. Ou alors il a intérêt à boire ou prendre des cachetons, quoi. Je pense pas qu'à la base on soit seulement là que pour fournir de la main-d'œuvre à un système qui est uniquement productif. Voilà, quoi. Et nous, forcément, consommateurs, à l'autre bout de la chaîne, quoi. Enfin, il y a quand même d'autres choses à regarder dans la vie, d'autres choses à profiter. Après, bon, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a quand même des fins de mois difficiles, des choses comme ça. Mais on sait pourquoi on le fait. Avoir une fin de mois difficile quand on bosse et qu'en plus c'est un boulot de merde qui ne te plaît pas, c'est plus difficile à assumer, je pense. En ce qui me concerne, je prends ça avec le sourire, parce que j'ai d'autres instants de bonheur, quoi. Alors on va me dire, ouais, mais tu te rends compte, t'as pas beaucoup d'argent, ceci, cela. Ouais, mais il n'y a pas que l'argent de toute façon qui compte, parce que de toute façon, il faut se dire que les gens qui bossent, tu t'aperçois dans les entreprises, aussi bien chez Moulinex, chez Renault, qu'ils ont viré et tout ça, une fois qu'ils ont bien mis l'argent de côté dans les bourses et tout, qu'ils ont fait leur... on va, en fin de compte, allez hop, on va tout déstabiliser, on va aller envoyer tout ça dans des pays, tu vois, où on les paye moins cher, dans les pays en voie de développement. Et puis les gens qui ont travaillé pendant 30 ans, tu vois, pour des patrons qui se sont cassés le cul, tu vois, parce qu'en plus, il a fallu qu'ils la ferment, hein, parce que, attention, faut être sage, hein, si tu veux de l'argent et tout ça, pour le peu qu'on te donne. Hein, tu te donnes le SMIC, au bout de 30 ans de carrière, tu dois avoir 8000 balles ou 10 000 balles, et puis t'as fermé ta gueule. Et puis en plus de ça, tu vois, il faudrait presque que tu leur dises merci au patron. Bah non, moi j'ai pas envie de leur dire merci. Par contre, je dis merci à celui qui m'a viré, parce que maintenant je suis heureuse, quoi. Si ton seul univers social, c'est le travail, c'est le seul endroit où tu as des potes, c'est le seul endroit où tu existes en dehors de ta maison, forcément il va y avoir des petites pépites de bonheur. Mais moi, c'est pas une pépite que je veux, quoi. C'est la montagne entière, c'est le rocher de bonheur, quoi. Et j'ai pas envie d'aller chercher la pépite dans 3 tonnes de merde, quoi. Qu'effectivement, ce rôle central du travail aujourd'hui dans la société fait que les gens qui en ont pas, qui en sont privés, les fameux privés d'emploi, le vivent très mal.
dans les histoires de plans sociaux, quand on voit les salariés de l'U à Calais ou à Ris-Orangis ou les Moulinex ou autres, on nous voit ces reportages à la télé où les gens te disent, une fois licenciés, je n'existe plus. Exister, c'est-à-dire que le patronat a réussi quelque chose de relativement formidable. Il a aliéné totalement à sa machine de production un individu qui, alors que moi j'ai tendance à penser que justement, enfin la vie va pouvoir commencer. Prends ton pactole de pognon d'un plan social et puis réfléchis à ce que tu as envie de faire. Putain, ça fait 20, 30 ans, t'as des gens qui disent ça fait 30 ans, moi et mon mari. Mais 30 ans de vie de merde, ça fait 30 ans que le matin vous buvez un café de merde dans une machine électrique de merde qui vous fait un mauvais café, que vous vous levez tôt et que le réveil vous réveille le matin et que vous prenez un bus de merde pour aller dans une usine de merde pour faire gagner du pognon, énormément de pognon à un gros con. Ce gros con, il vous veut plus. Putain, mais peut-être rendez-vous compte que c'est peut-être la chance de votre vie, quoi. Que, putain, ça fait 30 ans et maintenant, pensez à vous, quoi. Rendre au travail sa place dans notre société après des années d'une propagande fallacieuse en faveur du loisir. Vous avez, monsieur le Premier ministre, sifflé ces derniers mois la fin de la récréation, mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail. Place à la liberté pour travailler plus et gagner plus dans notre pays pour le bénéfice de tous.